Bienvenue au Polysécure épisode sur l'actualité. Nouvelle formule, disons que je vais commencer pour explorer cette avenue-là. J'avais longtemps que je ne l'avais pas faite de façon seule. Ça fait un mois que je tourne en rond et j'essaie de ça le faire, fait qu'on va se lancer à l'eau. Comme toutes les choses avec le podcast, c'est des choses d'expérimentation. Je me base sur ce qu'on me dit, je me base sur votre feedback. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, les améliorations que je vais pouvoir y apporter à cette formule-là. Essentiellement, je voulais commencer sur le fait de Shameless Plug, ce qui a retenu mon attention et ce que je vais surveiller dans la semaine qui suit. Et je ferai évoluer la formule au gré du temps. Pour ce qui est plus des hot takes ou des choses plus quotidiennes, le serveur Mastodon du Polysecure est un endroit où je fais ce genre d'observations-là, de petites observations rapides, plus de type hot take qui est en rapport avec l'actualité que là. Bref, commençons avec les Shameless Plug. Le 10-11 septembre, le GoSec, code rabais dans la page du Polysecure. Je vais y enregistrer un épisode devant public avec 4 DG de cybercitoyens. Donc, venant en grand nombre, on va jaser ensemble sur des sujets d'actualité. Ensuite, il y a le 13 septembre, le BISAT également à Montréal. Cette fois-là, ça va être un peu plus intime comme événement, très intéressant. Plusieurs années que j'y vais, j'adore cet événement-là. Et je vais y enregistrer probablement devant le public, comme c'était le cas l'an dernier, plus des épisodes individuels. Donc, si vous voulez lever la main, ça va me faire énormément plaisir d'enregistrer avec vous ou juste de jaser tout simplement sans engagement plus que ça. 12 et 17 octobre, Objective by the Sea. Cette fois-ci, c'est en Europe. Malheureusement, je ne pourrai pas y être cette année avec grande tristesse, mais événement pour spécialiser Mac. Ensuite, le 14-15 octobre, AttackCon aux États-Unis et en hybride. Aussi, JDLC est en hybride. 14-15 octobre, Forum InCyber Canada à Montréal. Je vais avoir la chance d'y être comme panéliste et d'animer 2 panels sur des sujets très intéressants, très la volée. Donc, venez en grand nombre, ça va être très intéressant. Plus code rabais également dans les show notes. Et voir ensuite, 10 au 12 novembre, rendez-vous IA à Québec. Le 17 au 20 novembre, European Cyber Week, comme j'y vais chaque année depuis déjà depuis 2021 d'ailleurs. Événement européen très intéressant, tant qu'à moi qui est très sur la coche, plus généraliste, mais d'autres événements aussi en Europe ou en France très intéressants. Je reviendrai et finalement, on boucle l'année ou on boucle le cycle avec le Sécure 25 et 26 février 2026. Donc, on vous y attend. On va vous annoncer des choses très prochainement. Ce qui a retenu mon attention dans l'actualité dans la dernière semaine, c'est assez intense. Je vais voir comment je vais faire ça dans les prochaines semaines. Cette fois-ci, j'ai séparé par grand thème. Puis j'ai été peut-être un peu excessif dans le nombre de nouvelles choisies. Je vais voir avec le temps. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Je commence avec les breaches. Ce qui a retenu l'attention, c'est Salesforce qui a connu un problème assez important. De ce que j'en comprends, c'est un fournisseur lequel aurait été utilisé pour voler des jetons d'authentification, ce qui a permis à l'attaquant de pivoter et d'aller rentrer dans les comptes des clients de Salesforce. C'est un élément très important puisque c'est une attaque de type SaaS dans ce cas-ci. On va en avoir, puis il y en a plusieurs aussi d'ailleurs de ce type-là qui ont lieu dans ce cycle-ci. Mais bon, bref, d'être très vigilant sur l'usage des éléments d'authentification, surveiller les SaaS parce que ce qui arrive avec un jeton d'authentification légitime va passer. Donc, peu importe la configuration que vous avez, puis c'est aussi valide pour les autres services de type SaaS. Pour les plus connus comme M365 et Google Workspace, c'est exactement la même chose. Protéger vos identités, c'est très important. Dans ce cas-ci, c'est comme ça. Donc, si le jeton est volé, c'est comme avoir volé la clé pour entrer chez vous. Donc, ça donne l'accès aux voleurs de faire ce genre de choses-là, donc de regarder. Les articles sont super intéressants, vont même aller un peu plus loin sur le type d'analyse puis vous donner des pistes pour retracer. L'autre, dans les breaches, il y a des systèmes de communication pour les bateaux, des bateaux de transport qui a été attaqué via le système satellite. Très intéressant de voir que c'est très désuet qu'il y a encore des systèmes exposés comme ça qui ont des éléments aussi vulnérables que ça. C'est un peu triste de regarder ça, mais je pense qu'il y a un changement de culture important à voir, surtout dans les vieilles industries pour réussir à faire revenir.
un peu dans les mêmes épisodes que j'ai fait avec mes amis OT, qui justement regardent ces éléments-là, ces environnements-là qui euh, sont un peu plus délaissés, un peu moins regardés et deviennent des facteurs très importants. En l'occurrence, ici, bon, là, c'est des bateaux iraniens, donc on peut supposer un élément motivé par des adversaires plus occidentaux, en l'occurrence, mais quand même, dans ce cas-ci, de regarder, voir ce genre de choses-là, ces systèmes-là qui sont quand même potentiellement vulnérables. Seconde section, les legalese, les aspects un peu plus légaux des éléments, des choses qui se passent. Il y a une loi au Mississippi qui est sortie qui exige la vérification d'identité pour protéger les mineurs. Une loi bien intentionnée, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, une loi très bien intentionnée pour protéger les enfants notamment ou protéger tout quiconque a besoin d'être protégé par le législateur et par l'État. Le problème, c'est que ces lois-là sont réfléchies dans une époque qui n'est pas la même que celle des technologies en question. Donc, on est dans d'un cas de très, très éloigné entre l'objectif, qui est de protéger, et le résultat, la facilité de contourner ces restrictions-là, et même le poids qui est mis sur les compagnies pour le mettre en place. On l'a vu aussi dans d'autres États américains ou d'autres pays à travers le monde, ce genre de choses-là. Et ça l'amène généralement une prise de position des compagnies où les compagnies ont un peu moins de moyens, qui ne sont pas les grands Facebook ou Meta de ce monde, qui n'ont pas les capacités de filtrer ou de vérifier ça. De un, de juste se retirer de ces États-là. En l'occurrence, c'est Mastodon qui a dit qu'elle allait se retirer de ça, ou son incapacité littéralement à le faire. Puis c'est un système qui est distribué, donc ne permet pas justement de faire la vérification centralisée. Blue Sky a dit qu'elle allait se retirer. Comme on a vu dans certains autres États, d'autres services plus adultes ont effectivement arrêté de fournir leurs services parce que ça ne fonctionnait juste pas ou ça n'est pas rentable de mettre en place les moyens de vérification. L'autre pendant à ça, c'est que l'Internet, comme on le connaît à l'heure actuelle, n'est pas constitué facilement pour vérifier l'identité de la personne qui est au bout. Il y avait des présomptions qui datent d'il y a 40 ans qui ont été faites pour constituer Internet. Et on vit encore avec ces paradigmes-là dans un réseau qui est ouvert, qui ne permet pas ce genre de choses. Donc, il va falloir réfléchir un peu à ces éléments-là, d'autant de donner des moyens peut-être de vérifier ça, d'avoir des identités numériques efficaces et non invasives sur notre vie privée, parce que c'est un peu ça aussi qu'on cherche à protéger, mais en même temps de voir qu'on est capable d'arriver à des objectifs de protéger les plus faibles ou protéger les enfants ou les jeunes de contenu qui est plus qui, qui est décidé de ne pas les exposer pour des raisons qui sont valides. Donc, de vérifier de trouver cet environnement-là, ça va être difficile, mais on va devoir y réfléchir plus tôt que tard, puisqu'on va frapper un mur éventuellement, ce genre de choses-là, entre la volonté de vouloir protéger et l'incapacité à avoir des moyens techniques non invasifs pour réussir à protéger les gens. Dans la même section, la France et l'Allemagne ont rejeté les menaces de l'administration Trump sur le fait que les pays qui ont des lois qui viennent contraindre les compagnies technologiques américaines vont avoir des répercussions. Ces deux pays-là, et donc les plus hauts représentants, ont mentionné qu'ils ne se laisseraient pas intimider par l'administration Trump. On verra ce que ça donne, mais en même ça donne lieu à un débat très intéressant, puis un débat de souveraineté aussi d'ailleurs, qui est un sujet que j'aime beaucoup, puisque ça représente comment les États peuvent protéger leurs citoyens et protéger les choses contre des mesures invasives et de voir comment le paysage technologique va évoluer de ces éléments-là. Donc, ça va être très chose à observer dans les prochaines semaines, mois, puis probablement années à venir, comment tout ça va se passer. Ensuite, intelligence artificielle. Ça, c'est un très, très gros sujet cette semaine. J'imagine que ça va être encore un très gros sujet pendant les prochaines semaines, donc à surveiller. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants à travers ce qui est sorti cette semaine. En même temps, pas étonnant, mais encore, encore là, j'imagine que les balbutiements de cette technologie-là nous amènent dans un état de réflexion qui est différent. On a notamment tous les volets MCP, tous les volets d'interaction de modules supplémentaires qui ont connu des vulnérabilités notamment, ou qui sont mal sécurisés, ou en quel cas Cloudflare offre maintenant un service pour les protéger.
Donc, on se retrouve dans un contexte où on a des services rendus disponibles au plus grand nombre qui sont mal protégés parce que le plus grand nombre n'a pas nécessairement les connaissances associées à la sécurisation de ces éléments-là. Puis c'est un problème aussi de démocratiser la programmation au plus grand nombre, là, comme le vibe coding. Donc, c'est de mettre dans les mains des outils comme ça. Donc, dès lors, un Cloudflare aussi va servir de façade de Web Application Firewall, dans lesquels ils sont très bons, qui vont justement me bloquer ou venir filtrer une partie des requêtes pour empêcher ce genre de choses-là qui vont être exposées. Dans le cas des MCP, il a fait exactement un autre service un peu plus comme un CASB, qui est le pendant pour protéger la consommation des services SaaS. Donc, on a étendu un peu ces services-là à l'info nuagique puisque on se retrouve dans un concept similaire. Donc, il faut mettre une couche par-dessus les services parce que clairement, ceux-ci ne sont pas capables encore de protéger adéquatement les informations à la hauteur de ce qui est voulu par l'organisation ou éviter la fuite d'informations, éviter beaucoup de choses de cette nature-là, donc de vérifier, de s'assurer de protéger correctement ces éléments-là. Ce qu'on a également vu apparaître cette semaine, ou en tout cas, bref, qui est apparu dans l'œil public, c'est que tout le volet de navigateur web avec de l'intégration directe avec l'intelligence artificielle ou de l'agentique, tout dépendant comment on veut nommer ça, s'avère être très vulnérable. C'est pas une surprise en soi que ce type de choses-là soit vulnérable, de par la nature même du fonctionnement de l'intelligence artificielle. Il y a une vulnérabilité associée à son fonctionnement, donc dès lors, on a déjà un problème puisque celui-ci exécute aveuglément ce qu'on lui dit. Et donc, un navigateur pourra potentiellement exécuter aveuglément tout ce qu'on lui dit aussi. Donc, on est dans un contexte de ce type de problème-là qui va s'avérer complexe à gérer, puis je comprends mal l'objectif, en tout cas, ce qui est fait à l'heure actuelle, ou de mettre les balises nécessaires à travers ces navigateurs-là pour justement protéger davantage l'utilisateur, parce que le navigateur est quand même rendu le système d'exploitation moderne, si on veut, où tout se passe maintenant. Donc, nos vies sont maintenant dans le navigateur, sont plus sur nos ordinateurs. Donc, de protéger davantage et de cloisonner, mettre dans des bacs à sable ces agents-là pour éviter qu'ils deviennent dangereux ou qu'ils volent nos mots de passe, qu'ils viennent chercher ou hijacker des sites ou d'autres éléments comme ça qui sont potentiellement dangereux. Donc, cet élément-là, c'est tant qu'à moi des technologies expérimentales et contrairement à avant où les technologies expérimentales ou ce qu'on appelait des bêtas ou des versions alpha, il y a très longtemps, étaient données à des nerds qui aimaient ça ou des geeks qui aimaient triper sur la technologie puis qui amenaient à quelque chose avec ça, d'explorer les nouvelles technologies à la fine pointe. Ben, maintenant, on met ça dans les mains de gens qui n'ont pas l'expérience et la profondeur nécessaire pour comprendre ce qu'ils font avec ces outils technologiques-là. Donc, des outils très puissants. Et on met dans les mains de gens qui n'ont pas la compréhension d'associer de cette technologie-là. Donc, on a, en tant que moi, on court un risque en exposant ces technologies-là à des gens qui n'ont pas la connaissance nécessaire pour aller avec ça. En même temps, bon, on fait face à une course, donc c'est un peu ce qui arrive à l'heure actuelle dans les choses. C'est un peu malheureux, mais bon, bref. À même ça aussi, on a découvert, il semble aussi être un prototype là, de ce qui est discuté, mais ce prototype-là va probablement se matérialiser dans quelque chose de plus concret dans les prochaines semaines et mois. Un prototype d'attaque faite à l'aide de l'intelligence artificielle d'un modèle local. Donc, à ce moment-là, d'utiliser ce modèle-là pour se propulser, pour attaquer, pour aider l'attaquant et pour, une fois rentré dans l'infrastructure, élaborer des moyens d'attaque adaptés à l'environnement qu'il rencontre. Donc, d'être capable de ce qu'on voyait à une certaine époque, les virus qui se transforment et qui s'adaptent à l'environnement dans lequel ils se font. Ben, c'est un peu ça l'objectif d'intégrer un modèle d'intelligence artificielle dans ce modèle d'attaque-là. Ce n'est que des prototypes pour le moment qui ont été aperçus, mais avec rien de concret sur le terrain. Peut-être concret chez les acteurs étatiques, mais rien de concret dans le grand public pour le moment, mais ça va être des choses qui vont devenir de plus en plus apparentes dans le futur. Donc, ces éléments-là vont se transformer, donc vont automatiser au même titre que l'agentique qu'on utilise pour améliorer notre travail, pour économiser du temps, mais il va économiser du temps aux malveillants.
sont très imaginatifs d'ailleurs. Fait qu'on on va voir malheureusement ce genre de choses-là se produire probablement plus tôt que tard, qui vont adapter les moyens qui vont avec ce type de choses-là. Par la suite, on voit aussi le fait de campagne dans la même mouvance, d'éléments comme ça qui permet justement d'avancer, d'utiliser ces technologies-là pour aller plus loin pour les différents attaquants. L'autre élément qu'on voit beaucoup aussi, puis il y a plusieurs nouvelles associées à ce genre de choses-là, c'est tout ce qui est prompt injection ou la façon de tromper les agents. On l'a mentionné un peu dans les navigateurs web qui peuvent se faire tromper, mais dans d'autres façons aussi, par la transformation d'images en injection d'informations dans des fichiers que le AI voit et interprète parce que, puis c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que lui, il ne comprend pas le contexte dans lequel il est, puis il va descendre, puis s'il voit des actions, il va les exécuter telles quelles sans plus de formalité, puisque c'est ça son travail essentiellement, faire ce genre de choses-là, donc de transformer les choses élémentaires. OpenAI vient d'annoncer qu'ils vont commencer à inspecter toutes les discussions qui circulent pour détecter des discussions où il y aurait des problèmes de santé mentale, faisant suite à la tragédie de décès de personnes qui auraient essayé d'avoir cherché du réconfort à travers, dans l'occurrence, ChatGPT pour ça et finalement se sont retrouvés à s'enlever la vie, malheureusement, à travers des éléments très malheureux. Donc, ça a un côté positif, mais en même temps invasif parce que maintenant, toutes les conversations vont être regardées au moins par des machines, si c'est pas par des humains par la suite. C'est déjà le cas dans certains cas, mais maintenant, de façon beaucoup plus importante, vont passer là-dessus. Donc, on ne peut pas prétendre que c'est privé, ce qui est discuté sur ces plateformes-là. Et ça remet encore en perspective que ces agents-là n'ont aucune compréhension du contexte dans ce qu'ils discutent. Ils n'ont aucune empathie, aucune capacité de connecter avec l'humain. Donc, ça devrait être très important de mettre des balises. Puis, n'étant pas nécessairement, pas nécessairement, mais n'étant pas un expert en intelligence artificielle au sens où créer des modèles, je ne sais pas si on va pouvoir y arriver à un stade, ou en tout cas, du moins, comment le LLM est conçu d'arriver à ce genre de choses. Donc, d'être prudent, mais en même temps, ça vient exposer toutes nos conversations, au même titre que, d'un point de vue légal, OpenAI doit retenir des conversations puisqu'ils sont en litige aux États-Unis. Et ça l'amène aussi à l'autre changement chez Anthropic cette fois-ci, où ils ont annoncé de façon, disons, cavalière le changement de règle de rétention. Dorénavant, si on ne se retire pas volontairement, nos conversations vont servir à l'entraînement du modèle et vont être conservées pendant 5 ans. Donc, l'annonce a été faite, ils ont été transparents-ish de ce côté-là, sur ces éléments-là, mais comme la plupart des gens vont utiliser la compression par défaut, et comme la compression par défaut autorise l'utilisation des conversations, donc il est à fort à parier qu'un très grand nombre de gens, un peu moins bien informés, vont se laisser porter par ça et incidemment vont partager avec leurs informations contre ce qu'ils perçoivent Anthropique pour entraîner le modèle. Fait que je ne sais pas si ça va le faire en levée de bouclier ou ça va changer, mais pour le moment, à cet élément-là, donc si vous utilisez Claude, allez vérifier vos configurations puis désactiver si vous ne désirez pas que vos conversations soient utilisées pour entraîner le modèle. Ça, c'est valide pour le modèle non programmé. Je ne sais pas pour le modèle, les API, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là, si c'est c'est le même élément à ce moment-ci. Sinon, sur le AI, autre que des injections qu'on voit beaucoup, il n'y a pas tant de. Mais ça revient tout le temps à ça. On va être très, très imaginatif pour trouver des façons de contourner ça de toutes les façons possibles. Tant dans le générateur d'images que le générateur de texte, dans la génération de sommaire aussi d'ailleurs. On va réussir à s'injecter pour réussir à faire ça. Dernière nouvelle sur le AI, puis celle-ci, elle est plus euh, légère, disons.
sur le fait qu'il y a eu une espèce de scandale au niveau des photos, des vidéos-ish que Will Smith a diffusé sur sa tournée en Europe. Et on l'a accusé d'utiliser des images modifiées ou générées par l'intelligence artificielle pour sa publicité. La réalité, c'est ça, elle est tout autre. Effectivement, les images n'ont pas été générées par du AI. Par ailleurs, le AI a probablement été utilisé pour passer de photos face à des petits vidéos, donc ces moteurs-là donc de transformation. Donc le public n'a pas été ajouté, mais la transformation a été faite et comme la transformation de photos en vidéo comporte les mêmes problèmes que la génération d'images tout court, donc la déformation des textes, déformation des visages, des éléments comme ça, ben, ça a suscité beaucoup de préoccupations, donc de dénonciation. Et second à ça, ben, ce qu'on retrouve chez YouTube, ce que YouTube teste de l'amélioration par ce qu'il appelle du AI classique. Et donc, ceci aurait pu avoir les effets de donner l'apparence d'images ou de vidéos générées par du AI. Donc, ça a suscité beaucoup d'inquiétudes. Ça va en susciter beaucoup à l'avenir aussi d'inquiétudes, puisque je pense qu'on est dans un point de jonction où les gens sont de moins en moins à l'aise avec ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Ils vont se positionner, ils vont se placer par rapport à ça. Donc, je pense qu'il va y avoir des discussions. Il va y avoir peut-être la nécessité à faire être clair quand on l'utilise ou on ne l'utilise pas, même comme dans le cas de Will Smith ou dans son équipe de communication. S'il y a moindrement un début d'utilisation, de le spécifier et spécifier qu'est-ce qui a été fait pour désamorcer un peu ces préoccupations-là qui peuvent probablement, en tout cas, nuire à l'espace de communication, à l'espace de partage dans lequel il voulait, en tout cas, bref, son intention. Puis c'est toujours le volet d'intentionnalité ici qui, je crois que chatouille le plus les gens, ont présumé des intentions qui n'étaient pas. Autre section, vulnérabilité, il y a eu vraiment beaucoup de CVE cette semaine, dans la dernière semaine, sur plein de produits qu'on utilise de façon très courante, autant au niveau entreprise qu'au niveau personnel. Donc, s'assurer que vos logiciels publics, du moins exposés publiquement, sont à la dernière version. Ça inclut vos téléphones, ça inclut vos routeurs, ça inclut vos firewalls, ça inclut tous ces services-là qui sont à façade publique, donc de bien les mettre à jour. Si ce n'est pas possible de les mettre à jour, de des mesures de mitigation. Et ça l'amène aussi au fait qu'il y a eu beaucoup de 0D dans ce cycle-ci. Ce que dans mon jeune temps professionnel, on n'arrêtait pas de clamer à tort, parce qu'à l'époque, ça n'était pas vraiment utilisé comme étant le loup, les 0D, mais les 0D maintenant sont réels. Ce qu'on a longtemps clamé, mais maintenant on le vit de façon peut-être de plus en plus accélérée, j'ai l'impression. Ou dans la séquence de cette semaine, il y a eu plusieurs cas de vulnérabilité exploités qui sont qualifiés de 0D, qui ont été découverts en même temps que l'exploitation. Ça l'amène aussi d'une réflexion que vous devez avoir sur vos infrastructures. Vous ne pouvez plus vous fier qu'ils soient corrigés. Il faut s'assurer d'avoir une surveillance continue de comportements anormaux, un peu comme dans le cas de Salesforce, qui a été abordé précédemment, et un peu abordé que dans le sens de ce qui avait été découvert par une agence américaine qui avait découvert des authentifications non autorisées dans leurs infrastructures il y a déjà quelques années. Donc, de savoir une capacité de surveiller ce qui est normal et de ne pas présumer que le fournisseur va être capable de nous guider correctement par rapport à ce moment-là ou répondre en temps opportun ou lui-même va faire prendre à découvert sans aucune capacité d'agir sans éviter, sans très rapide. Bref, cette semaine, puis ce qui est important, parce que ceux qui apparaissent le plus cette semaine, Citrix a connu beaucoup de problèmes. Puis ça fait partie, le CISA américain a nommé plusieurs éléments qui étaient importants là, que dans le KEV, qui est le répertoire de vulnérabilité qui doit être absolument corrigé par les agences américaines. Donc, basez-vous là-dessus si vous avez une priorisation à faire. C'est les données, c'est les choses qui doivent être corrigées de façon le plus urgente possible parce qu'il y a des vulnérabilités qui sont en cours d'utilisation. Généralement, fait que Citrix, si vous en avez, il y a eu Git aussi qui est apparu sur ce registre-là. Faire attention.
et s'assurer que ça va. Il y a eu une recrudescence de scans RDP. J'espère que vous n'avez pas d'RDP disponible sur le net parce que c'est mal. C'est un protocole qui n'est pas adapté à être exposé comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on a vu? Euh, D'autres éléments de Docker aussi sur Windows et sur Windows, principalement un peu sur Mac, qui peuvent sortir de l'environnement, donc de rentrer de l'image Docker, aller jusque sur le poste en dessous. Sur Linux, c'est bloqué parce que c'est beaucoup plus mature comme technologie. Sinon, les risques associés au travail hybride est toujours d'actualité. Je trouve ça amusant que ça revienne encore dans le cycle des nouvelles là. Probablement parce que c'est l'automne, mais encore ce risque caché, selon le titre de la nouvelle, c'est le fait que à la maison, les gens sont peu, peu à cheval sur la mise à jour, contrairement à l'entreprise. Donc, sont beaucoup plus, dans un cas, beaucoup plus de technologies désuètes, donc exposent les machines corporatives à ce risque-là. Ce qui était pourtant vrai avant le confinement, le télétravail massif. Maintenant, c'est d'autant plus que maintenant, cette présence-là est beaucoup plus grande et les attaquants le savent et donc vont l'utiliser. Donc, vont attaquer les routeurs de la maison, des choses comme ça. Donc, de prévoir que les équipements du bureau soient résistants à tout type d'attaque, qu'ils ne puissent pas servir de passerelle pour rentrer sur le réseau corporatif. Ce qu'on a vu dans plusieurs attaques durant le confinement, notamment, qui ont permis de remonter. Donc, c'est encore d'actualité, c'est encore là ce type de choses-là. Sinon, patch dans WhatsApp qui a permis de corriger un fait de prendre contrôle des iPhones. Moi, je ne suis pas un très grand fervent de cette application-là, donc je- je- j'ai évité d'utiliser des applications qui peuvent vous mettre à risque, même sur votre téléphone, même sur les iPhones. Sinon, on va retrouver beaucoup de vulnérabilités sur tous les environnements Android, sur tout ce qui est chargé à côté, tout ce genre d'éléments-là. Régulièrement, il y a des éléments qui sont retirés du Play Store. Il y a plein d'éléments comme ça, donc d'être vigilant puis s'assurer que vous downloadez des applications que vous connaissez la source. C'est un cas Android qui sont plus spécifiques, donc très, 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 très prudent de ce côté-là. Et le side loading encore plus, puisqu'on a encore moins de contrôle de ce qui est appliqué sur ces éléments-là. Sinon, N8N, qui est un outil d'intelligence artificielle, qui est un autre cas. Puis celui-là, je ne sais pas si je le faisais dans DBT ou dans AI, mais c'est une vulnérabilité du workflow qui permet de traverser de contourner des éléments de sécurité. Puis ce qu'on va retrouver beaucoup d'ailleurs avec le AI, de non-respect des règles de sécurité. On l'a vu avec Copilot, on va le voir probablement avec d'autres. Donc, le AI n'est jamais programmé pour respecter les règles d'accès ou les règles qui sont limitées sur le système. Donc, vont généralement contourner assez facilement les règles d'accès. Fait comique, des développeurs de Yandex russes ont développé des outils qui sont utilisés par le département de la défense américaine. Donc, comme quoi il y a un manque de contrôle d'approvisionnement de ce côté-là de ce qui est utilisé. Donc, c'est très intéressant. On voit aussi sur le fait que le DoD a forcé Microsoft à arrêter d'utiliser des sous-traitants chinois, notamment, ou des employés qui sont basés en Chine. Donc, on se trouve dans un contexte où la mondialisation et la cloudification rapide n'a pas été bien maîtrisée, incluant par les grands joueurs comme le DoD qui finalement a laissé les choses passer. Sinon, Shadow IT, c'est un problème. Ceux qui en doutaient, ça va continuer. C'est des outils non contrôlés qu'on met dans notre environnement. Un peu comme le fait le télétravail amène des réseaux non sécurisés à travers notre environnement. On est un peu dans le même contexte de ce côté-ci. Et pour finir, tout ce côté vulnérabilité, qui est un peu cloud aussi, avant de basculer sur le cloud lui-même, il y a des attaquants qui ont commencé à utiliser Azure comme étant un pivot et commencé à attaquer dans les infrastructures pour chercher l'information, puisque de plus en plus d'informations s'y trouvent, donc les attaquants se sont adaptés et vont y aller pour aller chercher les différentes informations. De l'autre côté, un côté peut-être plus positif sur le cloud, Microsoft va obliger l'usage du MFA sur la gestion des ressources dans Azure. Donc, c'est à partir d'octobre, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas, vous devriez avoir ça partout, même si, indépendamment de ce que Microsoft fait.
Microsoft a aussi publié un certain nombre d'informations sur l'usage de HSM et d'autres technologies du Secure Compute comme ça dans ses environnements. Donc, c'est des technologies très belles. Ne sont pas les premiers à arriver dans le milieu, mais quand même, c'est intéressant de voir ces éléments-là en cours de déploiement. Si vous êtes capable d'utiliser dans votre environnement Azure, utilisez-les parce que ça l'amène un gain très, très important. Ça va également vous protéger contre des attaques qui peuvent arriver, donc de développer, puis c'est de voir ensuite comment Microsoft va utiliser ces mêmes technologies-là de sécurité petite matérielle pour protéger davantage ces services comme M365, par exemple, pour aller une étape plus loin, pour protéger davantage les différentes informations, puis répondre un peu aussi aux préoccupations des différents pays quant à la capacité du gouvernement américain d'aller fouiller dans les différentes données qui sont hébergées. Donc, de voir comment ça va se matérialiser en termes de choses. Sinon, pour ceux qui aiment le risque, la gestion du risque, Showstack a sorti Showstack, je ne sais pas comment le prononcer, deux articles pas mal similaires sur la modélisation de la menace et l'usage de l'intelligence artificielle et comment tout ça s'articule. Donc, très intéressant à aller voir. C'est des articles qui nous permettent justement une réflexion plus de risque que de peur sur ces éléments-là. Privacy, vie privée, il y a différents éléments intéressants qui ont émergé cette semaine, notamment le fait qu'il y a une remontée de backlash, qu'ils disent en anglais, de, de, fait de repousser le fait des gens qui utilisent des lunettes qui ont la capacité d'enregistrer. Ça avait été le cas il y a très très longtemps quand Google avait développé ses lunettes. Les gens avaient été très agressés par ça. Meta a réussi avec Ray-Ban d'en sortir qui n'ont pas eu créé cet effet-là, ou en tout cas du moins aussi important que Google avait créé à l'époque. Mais il demeure que ça crée de plus en plus une sensation de malaise chez les gens d'avoir ces lunettes-là qui sont tout le temps là et cette capacité-là de voir ou d'être un peu comme dans Black Mirror et d'être confronté à ce monde un peu dystopien dans lequel on se dirige. Word va enregistrer automatiquement en sauvegarde automatique dans le cloud. Pour ceux qui se préoccupent des informations qui pourraient se ramasser non autorisées, il y a des façons de le contrôler, mais de plus en plus, Microsoft nous pousse vers ces infrastructures-là. Donc, dès lors d'être prudent par rapport à ça si vous avez des informations sensibles que vous écrivez dans Word notamment. Proton vient de sortir un moyen pour aller récupérer un compte en cas de problème grave, d'un accès d'urgence, si on veut. En cas de décès, par exemple, ou en cas de maladie grave, on devient incapacité et être capable d'accéder à nos comptes. Donc, une façon d'utiliser propre qui ne permet pas facilement d'y accéder, mais qui permet justement d'aller recouper ces informations-là dans un contexte qui est super chiffré dans ce cas-ci. Et dernière nouvelle de privacy, le FTC américain et finalement le UK a abandonné toute cette chicane-là entre les pays maintenant sur injecter des portes dérobées, backdoor dans le chiffrement ou les différents protocoles de chiffrement qu'on utilise, dans les logiciels qu'on utilise. Et ce débat-là se fait rage. On est encore dans un contexte de vouloir regarder le contenu, mais bon, bref, les compagnies américaines ou les gouvernements américains commencent à se sentir agressés. Donc, cette conversation-là n'est pas terminée. Je pense que l'Europe, c'est vrai, l'Europe au complet, avait commencé aussi à regarder ça. La Suisse aussi regarde ce genre de choses-là. Les Américains ils reviennent une fois de temps en temps, donc d'installer une porte dérobée dans les protocoles de cryptographie qu'on utilise pour nos communications sécurisées. Donc, il y aura une discussion à avoir ou à savoir ce qu'on fait avec ça, puisque faut mesurer le dommage ou en tout cas la capacité de dommage que ce chiffrement-là fait et le bénéfice que ça donne, donc de sous-peser les 2, de voir qu'est-ce que ça donne. Mais je pense qu'on a beaucoup de réflexions à avoir de ce côté-là. Pour les prochaines années, probablement. On n'a pas terminé, ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai l'impression qu'on en avoir encore d'autres discussions de cette nature-là. Volet défensif, je parlais d'Android tantôt qui était problématique par quelque chose qui pollue le Play Store, ben, Google va rendre obligatoire l'identification nommée de personnes qui déposent dans le Play Store dans 4 pays.
qui sont, selon Google, reconnus pour les plus grands producteurs de logiciels malveillants qui se retrouvent dans le Play Store. Donc, c'est un moyen d'atténuer le problème par rapport à ce genre de choses-là. L'autre, protocole BGP commence à avoir des mesures de sécurité qui sont tranquillement mises dedans, justement pour régler un certain nombre de problèmes, comme le reroutage des communications. Et ce reroutage-là est grave, malgré le chiffrement, parce que un des éléments, jusqu'à temps que la crypto protège contre le quantum soit disponible partout, justement donne accès à des pays hostiles qui voudraient rerouter tout le trafic, à enregistrer des communications pour les déchiffrer plus tard quand le quantum va être disponible, de voir comment tout ça va avoir lieu. Donc, c'est très important de sécuriser ces moyens de communication-là, de routage. Tout le volet d'identité, on le voit sur deux facettes. C'est vrai, on l'a vu, on le voit sur plusieurs facettes, étant le nouveau périmètre. Et de là, il y a une certaine forme de préoccupation. Le déploiement du passkey qui est massif, de plus en plus important. En même temps, comme en offensif, on va voir qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont faits pour casser le passkey. Jusqu'à présent, ce qui a été fait, ce qui a été présenté au DEFCON, c'est pas le protocole lui-même qui est brisé, mais le fait de faire vivre le passkey dans une bulle qui fait croire que tout est correct. Donc, le fonctionnement légitime est protégé, parce que le protocole, jusqu'à priori, est démontré comme étant sécuritaire. Par ailleurs, c'est dans la bulle dans laquelle il vit, donc le faire vivre dans un faux navigateur, dans l'occurrence, vient détourner les choses. Donc, c'est pas une attaque contre le protocole, mais une attaque détournée. Fait que de voir comment on va réussir à faire à retrouver ça. Puis finalement, en défensif, le dernier élément, ben, le CISA a sorti un, un guide pour se défendre contre les attaques venant de la Chine. Par ailleurs, ce guide-là est valide pour se défendre contre n'importe quel adversaire étatique. Donc, c'est intéressant de le voir. C'est rien de nouveau, mais de reformuler pour être capable de communiquer sur un plus grand nombre, justement pour que de plus en plus de gens puissent se défendre adéquatement contre des acteurs étatiques, puisque leurs moyens sont différents de ceux des acteurs plus ou avec un peu moins de scrupules avec les voleurs qui veulent juste votre argent finalement. Sur ce genre de choses-là. Dernière section, offensif, toutes les choses qu'on a vues. L'usage de Vélociraptor, excusez, comme attaquant, qui est un outil pour normalement pour la réponse à l'incident, mais le métier utilisé pour les attaquants, puisque ça offre des fonctionnalités très utiles, autant pendant la gestion d'incidents que clairement en attaque. Donc, d'être vigilant à ce genre de choses-là. PDF, c'est toujours un vecteur très intéressant, mais maintenant, ils utilisent des fichiers LNK dans l'intérieur de celui-ci pour compromettre. Fait qu'ils continuent à utiliser ça comme vecteur important, donc d'être très, très prudent. Nouvelle un peu insolite sur le fait que Arch Linux a été attaqué pendant environ une semaine par attaque de ligne de service massif. Donc, c'est très particulier qu'une distribution Linux qui est un peu plus niche soit attaquée de cette façon-là. Fait que c'est très particulier. Je n'ai pas vu d'informations qui prétendaient ou qui expliquaient pourquoi ça a été attaqué. C'est vraiment insolite. Les attaquants utilisent des moyens par Teams, comme Teams est très utilisé, vont propulser des PowerShell qui vont être exécutés par la personne qui va se faire tromper ou se faire ça. C'est un peu encore de social engineering, comme un peu comme les courriels, mais là, c'est à travers Teams, dans lequel ils passent pour des Teams un peu moins bien sécurisés. Donc, assurez-vous que votre Teams est bien sécurisé, permet peu ou pas les éléments extérieurs, ou quand c'est le cas, de mettre en place les moyens pour limiter la capacité d'un attaquant de mener à bien son attaque dans Teams. Et c'est un rappel aussi que Teams n'est probablement pas la meilleure plateforme pour exécuter la gestion d'incidents, puisqu'elle est ciblée maintenant de plus en plus pour aller regarder des choses. Il y a eu des cas documentés d'attaquants qui regardaient les contenus des communications Teams pour voir où les défendeurs se retrouvaient et qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a un papier qui explique toute la vulnérabilité sur RAR, WinRAR, tout le 0D qui a eu lieu, qui a probablement peut-être gâché les week-ends de certaines personnes. Ça a eu lieu le vendredi. C'était quand même ça de divulguer ce genre de choses-là. Donc, le papier est intéressant. En même temps, c'est un rappel de modifier peut-être nos architectures pour être plus résilients. Malgré qu'une vulnérabilité comme ça ait lieu le vendredi, on peut s'en passer un bon week-end. Donc, d'arriver de ce côté-là, de mettre des infrastructures en conséquence.
Euh, Sinon, le Shilputi a été utilisé pour attaquer. Donc, c'est toujours un vecteur qui a été utilisé. Donc, d'être prudent de vous télécharger vos différents éléments. On voit beaucoup d'attaques sur WordPress. Il y a eu beaucoup de CVE notamment qui sont sortis. Il y a des plugins méchants qui sont là. Donc, faites attention à ce que vous déployez. C'est exposé. Faites affaire avec des professionnels. Même si c'est facile, le travail de la professionnel est très utile pour l'administration et l'entretien d'un WordPress. 0D sur Chrome, mettez à jour, démarrez-le, redémarrez-le souvent puisque ça se met à jour automatiquement sur le démarrage, donc le redémarrage. Donc, utilisez ce bénéfice-là à votre avantage, redémarrez souvent votre Chrome justement pour avoir les dernières versions et vous protéger contre de potentielles attaques. Et finalement, dernière nouvelle, le groupe d'attaque TAG 144 a modifié ses méthodes d'attaque. C'est intéressant puisque ça démontre que ces groupes-là évoluent, que ces groupes-là continuent à changer d'approche, que pas parce qu'ils utilisent un véhicule X ou une méthode X à un moment qu'ils vont la maintenir dans le temps. On le voit avec le démembrement de certains groupes faits par les forces de l'ordre. Quand ces groupes-là réapparaissent, ils réapparaissent avec des méthodes différentes. Donc, ils évoluent, les tactiques et les techniques évoluent au gré des difficultés qu'ils rencontrent. Donc, ces groupes-là vont continuer, ils vont toujours continuer à faire de l'argent, essentiellement. Donc, c'est un peu ça leur objectif. Donc, regardez ça. Je n'aborderai pas les volets futurs, parce que je l'ai fait un peu pendant les choses, puis je pense parler beaucoup trop longtemps sur beaucoup de sujets. J'essaie d'être plus concis pour le prochain. Je vais voir comment cette formule-là fonctionne. Écrivez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, moins, puis comment la modifier justement pour que ça soit utile et que ça devienne un élément qui vient de s'ajouter à ce que je partage à travers tout ce que j'attrape dans mes réseaux. Merci.